Bon matin, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Briser la glace. Pour ceux ou celles qui seraient peut-être moins familiers avec le podcast, je me présente Simon Desjardins, crossover scout chez Elite Prospects. Puis Briser la glace, c'est mon projet, un petit podcast que j'ai qui se spécialise dans l'analyse d'espoir et des repêchages de la LNH. Généralement, c'est plus moi tout seul en épisode audio seulement, mais quelques fois par année, je me gâte un peu. J'ai des invités. J'ai également parfois des épisodes avec des vidéos des joueurs. Puis aujourd'hui, c'est spécial parce que je fais les deux. J'ai des invités, des vidéos des joueurs. Écoute, je suis en compagnie aujourd'hui de deux collègues chez Elite Prospects, Sébastien Haye, dépisteur du territoire américain chez EP, ainsi que le hôte du podcast Locked On NHL Prospects, et ainsi que David Saint-Louis, dépisteur en chef chez Elite Prospects. C'est-tu même ton titre, David? J'ai un titre un peu particulier. Ouais, c'est ça. En fond, je suis pas un chef, mais je lead quand même. Ça fit parfaitement mon rôle, je pense, chez Elite Prospects. J'ai pas l'étoffe d'un chef, mais j'ai beaucoup d'opinions, en fait. Bienvenue au podcast. Sébastien, c'est pas ta première visite chez nous. On avait fait un repêchage presque parfait il y a quelques mois de ça. Mais David, c'est la première fois. Puis les gens voulaient que tu viennes. Fait que je suis vraiment content que vous ayez accepté. En fait, on est la délégation francophone chez Elite Prospects. Il y a également Adi Kalakash, mais il ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. On va appeler ça Espoir Elite, en fait, la version francophone d'Elite Prospects. Mais merci, guys, d'être là. Je suis vraiment honoré de vous avoir. Ça me fait plaisir. Fait que aujourd'hui, on a quand même beaucoup de sujets à aborder. Je voulais en fait revenir sur notre top 50. On a sorti chez EP notre top 50 il y a quelques jours de ça. En vue du repêchage 2026 de la LNH, évidemment. Il y a un article complet d'ailleurs qui a été publié sur notre site si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air. Il y a des descriptions des joueurs, etc., etc. Et il y a également une vidéo qui est sortie sur YouTube dans laquelle c'est notre meeting durant lequel on débat de ce classement-là. Mais il y a quelques affaires sur lesquelles je voudrais revenir aujourd'hui. Entre autres, des joueurs que j'ai moins discuté dans le podcast Briser la glace jusqu'à présent cette saison. Puis je pense que en fait, avant de rentrer là-dedans, c'est quoi votre feeling général de cette cuvée-là? J'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, je me suis déjà c'est ça prononcé quand même. Mais on parlait initialement d'une cuvée possiblement dans les meilleures des dernières années. Avez-vous encore ce feeling-là? Plus ou moins. Ouais, moi aussi j'ai un peu déchanté, pas beaucoup, là, mais j'étais vraiment enthousiaste par rapport à la QV cet été. Je pensais qu'il allait y avoir pas mal de joueurs élites qui allaient sortir de cette QV-là. Là, avec Tynan Lawrence qui est blessé, avec certains joueurs qui ne performent pas au-delà des attentes, ou même qui vont remplir les attentes pour l'instant, ça devient un repêchage un peu plus faible que je pensais. Je pense qu'il est toujours en haut de la moyenne, mais on va voir comment ça évolue, là. Il y a beaucoup plus de questions que je pensais, là, vraiment. Ouais. Pour moi aussi, et pour moi, c'est les joueurs du circuit américain que je connais vraiment bien à ce stage du repêchage, mais même juste parmi ces joueurs-là, on voit comme quand même des gros tiers qui se sont formés. Il y a comme 3 gars tout en haut avec McKenna, Verhoff et Tynan Lawrence. Et après ça, il y a quelques gars qui pourraient être des choix de première ronde, mais plus ou moins juste un gros groupe de joueurs qui sont comme des gars de deuxième ronde pour les années normales au repêchage. Et j'ai cru quand on est entré dans cette année que j'aurais comme beaucoup plus de gars qui pusheraient dans mon comme top 20, top 25, et j'ai pas vraiment vu ça avec les gars aux États-Unis. Et je sais que c'est un peu de la même chose pour beaucoup de mes collègues, parce que quand on avait notre meeting, c'était à la fin de la première ronde, il y avait vraiment personne qui comme avait bangé la table pour vraiment avoir un joueur à la fin du top 32. Et je crois que ça dit quand même beaucoup aussi à la qualité qu'on voit dans cette QV. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui pourraient changer une organisation complètement tout en haut. Il y a quand même plus de questions maintenant avec ces gars-là aussi qu'au début de l'année, mais c'est vraiment comme ce B-tier que je crois qui est un peu moins fort qu'on avait cru. Oui, tout à fait. Écoute, moi, je n'avais parlé dans notre group chat, mais j'ai vraiment eu de la misère à finir mon top 50, en fait. Puis c'est pas qu'il n'y avait pas de bons joueurs. Je pense qu'il y avait d'excellents joueurs là-dedans que je verrais en deuxième ou troisième ronde, etc., etc. Mais
à ce que je trouvais qu'il méritait d'être dans le top 50. En fait, je trouvais que je mettais des joueurs là juste pour remplir les spots. J'avais peut-être une quarantaine de joueurs que j'aimais, mais après ça, les 10 spots d'après, c'était des joueurs qui étaient là par défaut, malheureusement. Puis ça, c'est pas si bon que ça, sauf qu'il y en avait quand même beaucoup des B-grades que je voyais là. Toi, David, au niveau de cette profondeur-là, c'est quoi ton feeling? Pour moi, le repêchage présentement, c'est un repêchage de A puis de C. Moi aussi, je l'ai discuté à voir où sont les B. Il y en a une couple là, qui ont vraiment le profil typique B avec comme 2-3 qualités projetables, puis 2-3 questions qui sont vraiment beaucoup, qui prennent trop de place un peu dans leur projection aussi. Fait que c'est une question de savoir. Les Cooper Williams, les Beckham Edwards, tous ces gars-là. Là. Ouais, puis il y a des gros joueurs aussi, là, que, gros joueurs au sens, ils ont une taille en haut de la moyenne qui peut-être qu'ils seraient pas là nécessairement s'il n'y avait pas ce 16-là pour aider leur projection. Fait que c'est vraiment à voir où ça se dirige, tout ça. Mais c'est pas anormal en début d'année de pas trop savoir comment s'enligner avec le groupe B. Là. Ça arrive quand même assez souvent. Mais c'est peut-être qu'un repêchage qui n'a pas de moyenne profondeur. Peut-être qu'il va y avoir une longue queue de talent après ça. Là. On va voir comment ça se dirige. Mais le groupe A, par contre, je l'aime pas mal. Plein de prospects intéressants, beaucoup avec haut potentiel. C'est juste que c'est pas autant regorgé de talent que je pensais au départ. Juste une petite coche en bas là, pour l'instant. Ouais, ben c'est ça. Je pense que un Belchetz, il a été excellent, mais je pense qu'il pourrait donner une petite coche de plus. Évidemment, des gars comme Ryan Lynn, Daxon Rudolph, on en a parlé, on s'attendait à plus d'eux autres. Gavin McKenna, évidemment, qui ne remplit pas les attentes pour l'instant. Puis, sans parler, en fait, de Matisse Preston et de Ryan Rubrook qui ont vraiment glissé dans notre classement. On a Matisse Preston 20e et Ryan Rubrook 23e. Il y a Oscar Hemming aussi qui n'a pas joué. On a parlé de Tynan Lawrence qui n'a pas joué, mais Oscar Hemming, pour moi, c'en est un gros aussi que je voyais possiblement pousser pour mon top 10 en début d'année. Donc, j'ai hâte de voir, mais il y a quand même des beaux noms qui ont grimpé dans les dernières semaines, derniers mois. Si on pense à les Alexander Command et compagnie. Puis, on va y revenir plus tard là, durant le podcast, mais il y a des noms peut-être que les gens connaissent moins. Je pense entre autres à Jackson Cover, qu'on a mis 18e, ou encore Ryder Kelly, qu'on a mis 26e. Je pense que c'est des noms que de qui personne n'a parlé jusqu'à présent dans différents podcasts. Fait qu'on va en parler aujourd'hui de ces gars-là. Mais avant, le premier sujet que je veux attaquer, c'est... je pense qu'on en a surpris plusieurs en classant Chase Reed devant Keaton Verhoff, donc Chase Reed 3e et Keaton Verhoff 4e, alors que plusieurs mettent Verhoff 2e, voire même 1er devant Gavin McKenna, et Chase Reed, généralement, on le voit légèrement plus bas. Mais Chase Reed, c'en est un gars qui nous a tombé dans l'œil vraiment chez Elite Prospects, sans rien enlever à Keaton Verhoff. En fait, on disait lors de notre meeting qu'on a 5 choix qui pourraient potentiellement être des numéros 1 dans cette cuvée-là. Donc, McKenna, Stenberg, Reed, Verhoff et Belchetz. Fait que j'aimerais qu'on parle de ce débat-là, en fait, qu'on a eu entre Chase Reed et Keaton Verhoff. 2 défenseurs droitiers. En fait, un profil un peu similaire, si on veut. 2 défenseurs droitiers, grand gabarit, mobile. En fait, Chase Reed est 6 pieds 2 et quart, je pense. Verhoff, on parle de quoi? 6 pieds 4. Les deux, c'est comme je dis, mobilité, jeu two-way, remplissent énormément de cases, peuvent apporter de la robustesse, énormément d'activation offensive également. 2 joueurs qui projettent comme des gars de grosses minutes de première paire dans la LNH. Mais on a préféré légèrement Chase Reed. En fait, David, voudrais-tu nous parler de ce Chase Reed? Ouais, c'est une question de plancher un peu plus haut, je pense. Les deux sont assurés de faire la Ligue nationale dans un top 4 au moins, mais avec Chase Reed, il y a comme moins de questions autour de sa mobilité. Verhoff est mobile dans certains aspects, dans le sens que il patine bien en ligne droite jusqu'à un certain point. Il y a quand même une bonne accélération, je trouve, en espace restreint. Sa mobilité dans le sens de faire ses pivots, puis être capable d'attraper un joueur sur le rush, puis rester avec lui. C'est un peu plus difficile. Là. Il utilise beaucoup d'enjambées dans des situations où d'autres vont juste faire un pivot très, très smooth, puis ils gardent toute leur vitesse.
Ruff utilise beaucoup plus son moteur là, pour vraiment défendre puis rester avec les joueurs. Il y a beaucoup plus d'effort qui est mis dans son patin. Il est très jeune pour la QV, puis sûrement que ça aide sa projection, puis ça lui donne du runway aussi. Ça se peut qu'il soit capable d'améliorer son patin jusqu'à un certain point. Là. Je pense que moi, ses mécaniques de patin sont restées un peu fixes. C'est juste que plus qu'il va ajouter de puissance, moins il va avoir besoin d'enjamber quand même. Mais Reed est un patineur beaucoup plus fluide et projetable. Et c'est vraiment... La game va être encore plus facile pour lui à cause de ça. Il y a déjà un petit gap ici. C'est vraiment mini, mais ça contribue à Reed devant. Puis aussi le fait que Reed, la manière dont il joue, c'était pas exactement ça à la game de Top Prospect. Là, il était beaucoup plus à essayer des choses en offensive, à essayer des dangles, puis passer à travers des joueurs ou à côté. Mais généralement, quand il essaie pas de trop impressionner, Reed, il joue une game assez simple quand même, dans le sens qu'il va regarder si ses coéquipiers sont à côté du net, il va faire des shots pour des déflexions, il va trouver les options de passe libres immédiatement. Il utilise un peu de deception, mais c'est plus à moins de doses de deception dans sa game que Ruff, qui va plus essayer des feintes 1 contre 1, qui va avoir plus de risques de turnover, puis on a des questions des fois par rapport à la manière dont il lit le jeu. Moi, je pense que son hockey sense en général à Ruff est assez haut. Là, Seb va pouvoir en parler. On avait chacun un autre joueur, mais je déborde un petit peu, là. Je viens de m'en rendre compte. Mais Reed, sa game est plus projetable immédiatement dans la Ligue nationale, la manière dont il joue, un peu plus simple, tout en restant créatif. Il a le patin un peu meilleur. Le jeu défensif, il va être un peu plus facile pour lui à cause de sa mobilité. Fait que le gap entre les deux est vraiment assez mince, là. Ils sont 3 et 4. Puis au prochain board, il pourrait être inversé, honnêtement. C'est vraiment juste que à date, niveau l'addition du plancher puis du plafond, Reed l'emporte un petit peu plus pour moi. Ouais, c'est sûr, comme tu dis, toutefois, Reed, c'est un late, mais c'est un late qui montre encore de la progression. Puis tu sais, je me souviens, une des raisons pour lesquelles on n'avait pas été si haut que ça sur lui lors de notre premier classement, c'est qu'on pensait pas qu'il y avait encore tant de progression devant lui, mais il y avait encore step up, parce qu'il avait connu une grosse saison l'an dernier à Sault Ste. Marie. Puis là, il a encore, je pense, élevé son jeu d'un cran. Personnellement, je suis un gros fan de Reed, qui est un shooter, un tireur de haut volume. Je regardais ça dans ses 10 derniers matchs. Il y a une moyenne de 12 tirs tentés. Ça fait beaucoup de tirs amenés au filet. Il joue beaucoup aussi, c'est ça. Il joue beaucoup, mais c'est fou le nombre de tirs qu'il tente dans une partie. C'est pas nécessairement le créateur le plus... le meilleur créateur ou le créateur le plus dynamique. Mais tu sais... Dans le fond, j'ai sorti beaucoup de ces highlights pour mettre de la vidéo sur cet épisode-là. Puis j'ai regardé beaucoup de passes qu'il a faites, justement. Puis j'ai l'impression que beaucoup de ses coéquipiers qui avaient de la misère à compléter les passes qu'il tentait. Puis je sais pas si ça influence aussi sa décision de dire bon, ben regarde, tant qu'à essayer une passe cross-size que le coéquipier sera pas capable de catch and release, je vais juste envoyer la puck au net. T'sais. Il y a peut-être de ça aussi. Je sais pas comment tu vois son playmaking à Chase Reed, David. Moi, c'est la question que j'ai dans sa projection. Je le vois comme en haut de la moyenne. Est-ce que c'est aussi bon que Verhoff? Je considère que Verhoff a des meilleurs highlights de playmaking que Reed, mais en termes de constance, faire le meilleur jeu, faire des jeux projetables, faire des jeux qui vont être capables de répliquer dans la Ligue nationale, Reed a l'avantage pour moi. Là. Fait que il y a moins de risques, puis plus de petites passes courtes qui vont vraiment se projeter dans la nationale. Puis par ça, je veux pas dire qu'il fait juste des premières passes ou des passes simples. Là. C'est quand même des passes avancées, mais c'est pas battre un joueur 1 contre 1, le dépasser, aller dans un espace libre, faire une passe après ça. C'est moins de ça vraiment. Là. Ce que Verhoff fait des fois pour certains moments. Puis Reed, c'est vrai qu'il est quand même c'est un late. Il est quand même mature physiquement, mais son histoire, c'est qu'il est arrivé tard dans la OHL. L'année passée, il y avait pas mal de trucs projetables, mais il manquait un peu le hockey sense. Cette année, il y a beaucoup moins de questions par rapport à ça. Fait que il a l'air d'être en progression, il est arrivé tard, ça a l'air d'un late bloomer. Fait que pour moi, ça efface un peu l'inquiétude que j'aurais par rapport à un late vis-à-vis de Chase Reed à cause de vraiment son développement. Là. Tout à fait. Mais en même temps, Verhoff, 6 pieds 4, 200 que cleave, né en juin, patine déjà comme qui patine. Sébastien, parle-nous-en.
Ouais, j'ai beaucoup d'enthousiasme pour ce joueur. Il est tellement de fun à regarder. Peut-être un peu moins pour les entraîneurs parce qu'il y a quand même des cheveux gris quand Verhoff joue beaucoup. C'est un joueur avec beaucoup de chaos à ce stage. C'est un gars qui a beaucoup de confiance dans son talent et il essaye beaucoup de choses avec la rondelle. Comme David disait, il y a beaucoup de ces séquences où il essaie de battre un homme un contre un et ensuite de comme lower the shoulder et faire une passe pour un coéquipier dans un espace dangereux. Mais c'est un gars qui improvise beaucoup plus que Chase Reed offensivement et avec la rondelle. Mais la chose que j'aime énormément avec ce joueur, c'est que tous les tools pour un défenseur top 4 ou même top 2 dans la LNH, il les a. Il y a quand même encore des inquiétudes pour, comme David disait aussi, avec le patin, c'est un peu aussi le même chaos qu'il a dans son jeu avec la rondelle. Mais il travaille tellement fort et il se déplace quand même assez bien entre A et B. C'est juste pas toujours tellement efficient, mais quand même c'est un joueur qui a tellement une agressivité à l'offensive et à la défense, et c'est un joueur que pour comme arrêter comme des breakouts dans la zone neutre, c'est un gars qui est tout le temps agressif, et ça a aussi aidé qu'il il joue beaucoup avec Jake Levanovich, qui était aussi un défenseur de haut calibre dans les rangs collégiales, qui peut aussi comme faire bien quelques des moments qui sont pas tellement beaux pour Verhoff quand les choses vont moins bien, mais quand même je crois que Verhoff c'est un gars qui pourrait être un gars qui joue 25 plus minutes dans la Ligue nationale, et il y a aussi un tir de Ligue majeure. C'est un gars avec pas Shea Weber, mais North Dakota l'utilise comme un Shea Weber sur l'avantage numérique, et j'aime juste ça. C'est un throwback, un défenseur qui est un triggerman et qui peut faire un peu de tout. Et on est aussi le plus confiant avec son jeu défensif, je crois, comme groupe à les prospects. Mais moi et David, on avait aussi beaucoup aimé les flashs offensifs, et on avait aussi parlé de ça durant le meeting. Oui, ben en fait, on peut en glisser un mot, parce qu'en effet, c'est de quoi que je pense sur lequel nos opinions diffèrent, mais tu sais, évidemment, pas de beaucoup. Là. Je suis très fan de Verhoff, et je pense que ça va être un gars, un défenseur de première paire, possiblement défenseur numéro 1 qui va jouer un 25-26 minutes dans toutes les situations. Ma question, c'est quoi le plafond offensif pour Verhoff? Et est-ce que c'est un gars de PP1 ou est-ce que ça peut être un gars de PP1, dépendamment s'ils n'ont pas un gars un peu plus dynamique dans le roster? Est-ce qu'il peut dépendre, en fait, de l'équipe qui le repêche aussi, tu sais? Ouais. Est-ce que c'est un sure shot PP1? Moi, je pense que oui. Moi, je le vois vraiment comme quelqu'un qui est capable de manipuler les joueurs un contre un, faire vraiment des feintes avancées, battre des joueurs un contre un, même plus que Reed. C'est juste que, est-ce qu'il va avoir le patin pour supporter cette partie-là de sa game? On l'a vu un peu avec David Jiricek, que j'aimais beaucoup avant, qui il a un patin un peu meilleur que Jiricek. Il n'y a pas un si gros gap quand même, là. Puis les feintes sont risquées. Mettons que s'il les fait, il y a moins de filets de sécurité après ça. Fait qu'il y a toujours ça à considérer, mais je pense que c'est un joueur intelligent qui est entièrement capable de remplir un rôle PB1. Ça se peut par contre qu'il y ait un autre petit défenseur plus mobile qui distribue la rondelle mieux, puis il vaut mieux faire des mouvements sur le power play, ouvrir des gaps. Fait que ça reste à voir. Ça dépend de l'équipe qui le repêche, mais je pense que dans la majorité des équipes, il serait le PP1. Est-ce que c'est un peu la même chose avec Chase Reed? Ouais, moi je vois pas nécessairement comme un joueur de PP1 Chase Reed, mais je suis sûr qu'il pourrait le faire. Encore là, dans la majorité des équipes, ça pourrait être un très bon joueur PP1, mais je pense pas que c'est ce profil-là ultra créatif que là, on dirait qu'il commence à avoir des joueurs de spécialité un peu dans la Ligue nationale là, qui vont vraiment prendre ce spot-là au-delà des joueurs qui sont peut-être le premier défenseur d'une équipe. Ça n'arrive pas nécessairement dans toutes les équipes encore, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui commence à s'installer un petit peu par rapport à ça. Fait que peut-être que ce ne sera pas nécessairement lui, mais il est entièrement capable de remplir ces fonctions-là puis d'avoir beaucoup de points là, s'il y a les minutes, s'il y a ce rôle-là. Là.
Puis ça serait quoi mettons, les comparables LNH pour Verhoff et Reed? Je sais que pour Verhoff, on entend souvent Aaron Ekblad. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Ouais, moi je le vois plus offensif. Ouais, plus offensif. J'ai vraiment ça. On a comme deux images de Verhoff. Il y en a qui le voient plus comme all-around, fait que vraiment des forces un peu partout. Moi, je le vois vraiment comme quelqu'un avec un moteur très fort, puis des gros flashs offensifs, puis une défensive agressive, mais il manque des fois de lien entre tous ces éléments-là. Fait que c'est comme, on va voir comment est-ce qu'il se développe, puis là, il joue un peu moins qu'il jouait avant dans le de Richard, fait que j'ai bien hâte de voir comment sa game va évoluer, là. Donc, il y a difficilement un comparable. Ouais, j'aurais la misère pour lui. Reed, Mitch Brown n'arrête pas d'utiliser Werenski. Zach Werenski, c'est ce que j'aurais dit. Je le vois pas du tout comme comparaison. Fait que, encore là, je pense que c'est comme trop tôt pour ça, parce qu'on n'est même pas sûr à 100% de c'est quoi le joueur, mais juste par la description, je pense que les auditeurs peuvent en avoir là, un bon patineur, très bon patineur, gros gabarit, capable de défendre physiquement quand même. Bon dans toutes les facettes du jeu, pas le plus ultra créatif nécessairement. Là. Il y a plein de modèles dans la Ligue nationale qui vont juste différer de ça un petit peu. Là, fait que faites-vous vos propres idées par rapport à ça pour l'instant. Ouais. Puis, tu sais, on a conservé Gavin McKenna au premier rang. Ensuite, on avait Ivar Stenberg. Mais c'est ça, McKenna, on commence à le voir là, glisser sur certaines listes. Mais on disait, je le disais aussi en début d'épisode, on voit vraiment qu'il y a 5 joueurs qui pourraient possiblement prendre la pole. Sauf qu'ils n'ont peut-être pas eu la petite coche de plus pour nous permettre d'ignorer tout le passé de Gavin McKenna et de le faire dropper. Ce serait quoi pour vous la petite coche de plus que Verhoff ou Chase Reed pourraient montrer pour prendre la pole? Pour Verhoff, je dirais que une grosse chose, ce serait juste d'avoir de montrer un peu plus de contrôle dans son jeu, avec la rondelle, dans son patin, avec les habits qui supportent son jeu hors de la rondelle, défensif aussi, parce qu'il y a tellement eu de moments déjà de cette année où il est juste en position comme peut-être 2 mètres plus agressif qu'il devrait l'être, et il y a quand même beaucoup de odd man rushes que North Dakota avait concédé à cause de ça, mais plus que ça, je dirais que ça a plus à faire avec Gavin McKenna qu'avec Keaton Verhoff. Je crois que McKenna va devoir vraiment montrer qu'il a pas juste le talent, mais aussi comme l'habilité d'être un joueur qui peut jouer un match assez similaire d'une fin de semaine à la prochaine. Il y avait tellement de fois que je l'ai vu maintenant cette année que même juste dans une seule fin de semaine, le vendredi, c'est un Gavin McKenna, et le samedi, c'est un joueur complètement différent qui essaye pas beaucoup, qui fait même pas ses scans dans la zone défensive, et quand même, je dirais que le gardien numéro 1 maintenant, avec ce qu'il a montré maintenant déjà pendant 2 ans et demi, 3 années, d'être pas juste le joueur le plus dynamique et le plus skilled dans cette QV, mais de vraiment loin, pendant vraiment longtemps. J'ai juste besoin personnellement de plus que comme 2 mois et demi dans une nouvelle ligue avec un niveau de physicalité auquel il doit s'adapter, mais on va avoir la conversation en janvier, et je crois que c'est 50-50 presque si Gavin McKenna reste à numéro 1, parce que il va devoir le prouver pour nous de rester là, mais pour maintenant, on a juste donné le benefit of the doubt. Mm-hmm. Oui, parce que c'est un gars qui a accompli quand même beaucoup plus que, je prends d'autres comparables de James Haggins ou Shane Wright dans les années dernières. Ce que McKenna a accompli dans les années passées, c'est quand même exceptionnel. Fait que c'est ça. Dans le fond, je veux qu'on passe d'autres joueurs que j'ai peut-être pas parlé en fait depuis le début de la saison dans les épisodes de Briser la glace. En fait, la plupart des épisodes que j'ai sortis dans les derniers mois, je refais un tour d'horizon, je parle un peu ouvertement là, de mes observations, qu'est-ce que j'en pense, qui est hot, qui est cold. Mais il y a 8 joueurs qu'on a mis dans le top 50 que j'ai à peu près pas parlé.
Puis j'aimerais peut-être vous donner la parole. En fait, il y a une couple de joueurs là-dedans que je sais que j'aime un peu moins peut-être que la moyenne ou que j'ai été plus lent à embarquer dans le train. Puis le premier de ça, c'est Adam Novotny, en fait, qu'on a classé 14e. Puis honnêtement, en toute transparence, Novotny, j'en ai parlé dans quelques épisodes. Pour moi, ça cliquait pas. Et ça cliquait pas tout simplement parce que je pense que je tombais pas sur les bonnes games. Je voyais que c'était un gars qui avait un bon lancer, qui était capable d'amener des rondelles au filet. Je voyais que c'était un gars qui avait des bons détails physiques également et sans la rondelle. Sauf que la plupart des games que je voyais, il y avait peine à prendre l'intérieur. C'était beaucoup des jeux en périphérie, beaucoup des tirs de loin également. Sauf qu'à un moment donné, il y a une game que j'ai écoutée, que ça a cliqué. Puis là, en effet, je suis totalement on board de l'avoir là. Mais toi, David, je pense que tu es un gros fan de Novotny depuis le début de la saison, right? Oui, mais il y a eu une trajectoire un peu étrange sur ma liste parce que je l'ai parti environ à l'endroit où est-ce qu'on l'a présentement, sur ma liste première qu'on avait faite à l'été. Peut-être en 15 et 18, là, quelque part comme cet endroit-là. Puis après ça, je regardais ses premières games dans la OHL, puis je me disais, peut-être qu'il y a un plafond de bottom six dans le fond. Et peut-être qu'il manque vraiment un playmaking, puis pas capable de créer par lui-même tant que ça. Ça va être difficile pour lui dans le système des Peterborough Petes, qui sont vraiment très peu créatifs comme équipe. Puis c'est un joueur qui, à la base, est plus comme physique puis rentre dedans qu'un playmaker. Je disais, le fit est bon pour l'équipe, mais le fit est pas très bon pour le niveau de développement. Je l'avais baissé comme 28e sur ma liste d'un coup. Puis là, je regardais d'autres matchs, puis c'est Lauren Kelly qui m'a dit de regarder une game en particulier. Ben, puis là, c'est la même game. Ouais, c'est ça. Mais des fois, là, la manière dont on rank, c'est vraiment pour voir les flashs supérieurs. Là. Si tu n'as pas ce niveau-là avec un joueur, c'est vraiment difficile de le classer parce que tu sais pas vraiment c'est quoi son potentiel. Mais dans cette game-là, il y avait tout. Là. Puis c'est vraiment un joueur qui est peut-être 14e présentement, mais qui pourrait monter si les défenseurs à l'avant de lui continuent pas leur progression. Là, ils pourraient facilement prendre leur spot parce que tu sais qu'il va jouer dans la Ligue nationale à cause de son physique, son patin. C'est un joueur rapide qui frappe et qui prend l'intérieur puis qui gagne des batailles. Il y a tout ce niveau-là. Puis en plus, il y a des skills par-dessus. Il est capable de battre des joueurs un contre un, capable de faire des passes courtes, un bon shot, c'est ça. Il n'y a pas le niveau de playmaker de Ivor Stenberg ou tout ça. Là. C'est pas dans sa game vraiment, mais il n'y en aura pas de temps besoin avec la manière dont il joue. Là. Tu peux le prendre, le mettre sur un top 6, puis il peut être un joueur complémentaire qui va faire, je sais pas, peut-être un 60 points ou plus, dépendamment avec qui joue. Jouer un petit peu sur le power play, mais juste être le ramasseur de rondelles, celui qui va dans le filet, qui fait des jeux en transition, qui pousse à travers les défenseurs. Fait qu'il est vraiment, vraiment très le fun à regarder, puis il a vraiment dominé la game des top prospects. Fait que ça donne juste encore plus d'élan à sa projection. Là. Fait que je suis content de l'avoir regardé haut quand même. Là. Ouais, puis tu sais, cette partie-là, c'est ça contre Brentford que Lauren avait catégorisé de godlike. Donc, je pense qu'on s'est tous garochés pour aller l'écouter, parce que c'était juste avant en fait qu'on complète notre top 50. Fait que là, moi, j'avais encore beaucoup de questions sur Novotny, puis honnêtement, il était plus loin que ça sur ma liste. Mais ouais, là, je les ai vus, les flashs de remporter des rondelles. Ben, c'était même plus des flashs, là, c'était une domination, cette game-là. Là. Il gagnait les pucks le long des bandes, il recentrait des pucks, il prenait l'intérieur, mais dans mes autres visionnements, ça sortait pas nécessairement. Puis là, tu sais, je l'avais mentionné dans l'épisode passé, mais là, on tombe dans le moment de la saison où on commence à avoir un petit peu un meilleur échantillon de ces joueurs-là. Tu sais, il veut pas quand on fait un classement en septembre, octobre, on n'a pas là, 10 games de checker de ces gars-là. Ils n'ont même pas 10 games de jouer souvent. Fait que là, on commence à rentrer dans ce territoire-là intéressant d'avoir, je sais pas, peut-être un 5-6 games par joueur au minimum. Fait que ça commence à être un sample size intéressant. Puis là, c'est là que les flashs ressortent. Seb, je sais pas si tu l'as vu, toi, Novotny, ou... Ouais, je l'ai vu un peu, juste une game dans la Ligue ontarienne et maintenant les deux au game des top prospects, mais j'ai essayé de regarder un peu comme tous les joueurs sur la glace, donc j'ai vraiment comme tracké chaque shift. Ouais, c'est ça. Mais non, j'ai beaucoup aimé les mêmes choses, juste comme le moteur, le patin, le shot aussi, et il y a vraiment comme le profile d'un joueur de vraiment bonne chance à Middlesex dans la Ligue nationale et je crois que dans cette QV ici, un joueur qui montre ça, qui pourrait être même devenir un joueur qui joue ce rôle dans quoi comme 3 années, il est assez près. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de
d'équipes qui auraient beaucoup d'intérêt là. Et si ils seront comme dans les choix comme 17 à 20 pour les équipes qui jouaient en série. Je crois que la pression de choisir un joueur avec ce gabarit et qui joue de cette manière-là, c'est... Ouais. Genre de gars bon. qui pourrait justement sur un entry level contract venir faire remplir un trou sur un bottom six, c'est parfait pour une équipe de série. Moi j'ai une question. Une équipe comme Toronto s'ils auraient retenu leur sélection cette année. Exactement, ça aurait été un excellent choix. Les sénateurs n'ont pas de choix. Moi j'ai une petite question toutefois, David, toi qui l'as vu un peu plus. Il y a un bon shot, mais des fois, je trouve sa prise de décision avant de dégainer peut-être un peu lente. Est-ce que tu as eu ces observations-là? J'ai pas vu autant ses qualités de tir que vous. Encore là, on est en début de saison, fait qu'on a chacun un échantillon du joueur un peu différent, à part cette game-là que tout le monde a regardé. Fait que moi, je le vois vraiment comme plus étiquette power forward qu'un marqueur. J'ai vu aussi des échantillons de shots, mais pour moi, c'est un scoreur plus de proximité que vraiment de loin. C'est la manière dont il va driver le net, là. Puis c'est ça qui est ironique parce que tu sais, à un moment donné, je me rappelle, il y a une game que j'ai checké, je l'avais handpicked cette game-là parce qu'elle avait décoché 10 lancés au net, je pense. Puis j'étais comme, OK, je vais le voir, ce que tout le monde voit. Puis je pense là-dessus, il y avait comme 8 tirs de la ligne bleue. Puis j'étais comme, ouais, ça m'aide pas ça m'aide pas à l'aimer. All right, je veux passer au prochain qui est peut-être une grande surprise également pour la majorité des auditeurs et partisans, même qu'il faut que... Bon, je vais changer la slide ici. Jackson Cover, de qui d'ailleurs j'ai publié un shift by shift. Peut-être pas son meilleur match toutefois que je me suis rendu compte après coup. Mais Cover, une belle histoire. Un gars né, c'est quoi, les îles Caïmans? Puis, je pense que c'est ça, ouais. Puis il a joué au roller hockey jusqu'à il y a quelques années de ça. Il joue maintenant pour les Knights de London. Bon gabarit, un gars hyper smooth avec des flashs. Je sais pas si on peut le catégoriser de power forward, mais un gars hyper agile que... Ben en fait, David, je vais te laisser en parler. Je pense que tu es un des gros fans de Jackson Cover. Ouais, en fait, il me rappelle un peu Alexander Zarowski l'année passée. Okay. On avait fait l'erreur de le mettre trop tard, malgré avoir été dans les premiers, ou les premiers à l'avoir. Main que Zarowski ou... Égal, ou sinon meilleur. Là, honnêtement, là, c'est exceptionnel. Ses habilités, là. Dans le fond, Cover, imaginez le joueur de roller hockey avec des mains vraiment exceptionnelles qui commence à transférer sa game sur la glace. Fait que il fait des dangles qui sont vraiment impressionnants, des trucs super créatifs là, en dessous des patins, entre les patins, en dessous des bâtons. Puis il fait ça. Son habilité à lire la glace est vraiment très, très vite pour quelqu'un qui ça fait comme juste 5-6 ans qu'il joue au hockey compétitif. Là. Il y a les bons patterns. Il sait regarder avec la rondelle. Il est capable de battre un joueur puis garder quand même une bonne vision de la glace à travers ses mouvements. Fait il y a tout le processing. Il y a les mains pour aller avec. Le patin est là aussi. Puis il mesure 6 pieds 1, 6 pieds 2. Il y a beaucoup de runway avec ce joueur-là. Il y a beaucoup de problèmes de decision-making présentement qui sont normales. Il joue pas beaucoup, fait que ça aide pas à rester dans le rythme de la game, mais ces flashs-là sont extrêmement impressionnants. Tu le choisis pour le upside. C'est pas mal certain qu'il soit capable de faire la Ligue nationale dans un rôle de soutien s'il recycle ses habilités pour devenir comme plus un checker, mais c'est vraiment pas le scénario le plus probable. Là. Pour lui, c'est comme top 6 ou peut-être qu'il va rester dans la AHL parce qu'il doit encore apprendre à jauger le risque dans ses décisions puis aussi à maximiser ses atouts sur la glace aussi. Fait que quels jeux sont projetables, même dans la OHL, quels jeux fonctionnent à répétition, quel jeu qu'il doit enlever de sa game, qu'est-ce qu'il peut faire de plus qu'il fait pas présentement. Mais il y a tous les patterns de mouvement, de skating là, sur le rush. Tout est pas mal là. C'est juste que c'est éparpillé, là, vraiment. Là. Fait que c'est un bon cas de
has all the tools, but has to put them together. Là. C'est vraiment... moi, son maniement en espace restreint m'a beaucoup impressionné. Puis aussi, tu sais, t'en parlais un peu, mais sa vitesse de processing, moi, c'est de quoi que j'ai trouvé quand même excellente, pour ne pas dire exceptionnelle. En fait, pour un joueur surtout de ce profil-là, avec cette histoire-là, tu sais, une game, entre autres, que j'ai checké, je pense que c'est la game justement que j'ai publiée sur le Shift by Shift. Il a fait 2 des meilleures récupérations de rondelles derrière le filet que j'ai vu de toute la saison. Ce joueur-là me rappelle, tu sais, il y a un des films des Mighty Ducks, là, où est-ce qu'ils ont besoin de joueurs, là, puis là, ils vont... est-ce que vous avez regardé les films des Mighty Ducks? Ou c'est vraiment cette chose à la génération? Dwayne Robertson? Ben, je me souviens plus, là, ça fait vraiment longtemps de ça, là, puis juste des souvenirs vagues, là. Il y avait besoin de joueurs, puis là, à côté, il y avait un groupe là, qui jouait hockey-ball avec leur patin à roulettes, là, puis ils étaient super skilled. Là. Puis là, ils ont ramené dans leur équipe, là, puis c'était vraiment rendu une équipe d'étoiles. Là. Ça fait longtemps que j'ai regardé ces films-là, mais j'ai comme ce flash-là quand je le regarde. Là, parce que c'est pas un joueur qui s'en fout sur la glace, qui est juste comme créatif, puis ses décisions sont mauvaises. Là. Il y a vraiment beaucoup d'éléments projetables à la nationale. Là. Il y a un fond de... Il veut jouer défensif jusqu'à un certain point. Il y a un moteur. Fait énormément d'éléments intéressants. C'est juste que la certitude est un peu moins élevée. Là. Parlant de moteur, Ryder Kelly, je pense que c'est un de tes chouchous de cette cuvée-là. Ryder Kelly, que je pense personne n'a prononcé son nom jusqu'à présent. On l'a 26e. Et en fait, je pense même qu'on l'aurait mis plus haut si c'était pas qu'il y a des noms plus connus devant lui. Parle-nous-en de Ryder Kelly. C'est quand même normal si les autres l'ont pas très haut. Là. Il y a 11 points en 13 games pour Nordbeck. Il est blessé jusqu'en janvier. Là. Ouais, on est plus agressif qu'autre chose, mais c'est un joueur qui me rappelle un peu Ryan Leonard. Là. J'en ai parlé dans notre meeting à Elite Prospects qui est sur YouTube. Mais il y a une des séquences que il avait tiré la rondelle en fond de zone, avait rebondi en avant du filet. Il y avait 2 défenseurs qui étaient allés la chercher. Puis il a tassé les 2 défenseurs là, d'un bon coup d'épaule, les 2. Là. Puis il a pris la rondelle, puis je pense qu'il a scarré sur le jeu. Là. C'est ce genre... Regardez cette image-là quand vous pensez à lui. Là, c'est vraiment un joueur qui a un talent physique. Il y a les détails physiques, il y a la force physique. Puis il y a beaucoup de... Il y a un bon niveau de playmaking qui va avec ça. Il y a un bon shot, il patine bien. Fait qu'il y a beaucoup d'atouts autour de ça, mais il est vraiment très, très agressif la manière dont il joue. Fait que c'est facile de le projeter dans la Ligue nationale. La question, c'est est-ce qu'il va être plus qu'un joueur de soutien ou il va vraiment utiliser ses habiletés puis il va grandir comme un vrai power forward qui peut jouer comme joueur complémentaire sur un top 6, un peu comme Adam Novotny. Il vit pas dans la bonne organisation pour vraiment scorer. North Bay, ils ont toujours des bas total de points pour tous leurs joueurs. Excepté qu'il joue avec Warren, j'ai oublié son prénom, là, qui va être un des potentiellement hauts choix l'année prochaine, Cameron Warren, qui est extrêmement créatif. Fait que lui, il restera pas un joueur à petits points. Il va vraiment exploser offensivement, c'est quasiment sûr, parce qu'il est trop créatif. Là. Un peu comme Jack Hughes, il ressemble un petit peu à ça. Là. L'année prochaine, ça risque d'être son line mate. Fait que les 2 ensemble, le joueur physique puis le joueur créatif, je pense qu'ils vont développer beaucoup de chimie. Ça devrait aider Ryder Kelly à se développer aussi dans un joueur à plus haut potentiel. Fait qu'un peu un long shot. On va voir de quoi il a l'air quand il va revenir de sa blessure à l'épaule en janvier. Mais je l'aime énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Un forechecker tellement féroce, excessivement robuste, mais tu le vois dans sa manière de jouer qui est agressif. Juste, mettons... Tu sais, la dernière game que j'écoutais, là, il a tip une rondelle là, dans l'enclave, mais juste, il a agressivement mis son bâton sur la glace. Là. Tout ce qu'il fait est agressif, mais il y a du talent aussi, c'est ça le pire. Il y a des bonnes mains, comme tu disais, il y a un bon patin également. Centre, 6 pieds 2, 209 livres, mais aussi, puis ça, moi, c'est de quoi qui me parle beaucoup. Il est né au début septembre 2008, fait que c'est un des joueurs les plus jeunes de la QV. Puis il joue avec cette hargne-là. Moi, je pense que l'an prochain, c'est comme tu dis, un candidat pour vraiment exploser. Moi, je suis un gros fan de Ryder Kelly aussi. Je sais pas, Seb, je t'ai pas demandé si tu avais vu Jackson Cover, mais Cover Kelly, peut-être en une minute, t'es as-tu vu un peu ou... J'ai plus vu de Kelly que Cover. Donc, mais maintenant, c'est sûr que David, il postait à peu près 20 clips de Kelly dans le chat à Twitter. C'est ça. Mais non, c'est la même chose. C'est le jeu physique pour un joueur tellement jeune que je trouve
vraiment valable. Donc, je crois que c'est un profile de joueur qui a des très bonnes chances à jouer dans la Ligue nationale et on a aussi déjà vu comme des vrais flashs offensifs. Donc, s'il peut vraiment combiner ces deux choses-là et on espère de le voir plus souvent quand il retourne là en janvier. Mais non, c'est un joueur que j'apprécie déjà beaucoup et qui j'ai toujours un gros comme grin quand je le regarde jouer au hockey. C'est juste un gars qui joue comme tu veux jouer quand les matchs sont vraiment proches. Puis, écoute, je viens de voir les équipes pour qui il a joué. Il y a tous des noms d'équipes qui sont parfaits. Il a joué pour les Prédateurs. Il a joué pour la Menace de Milton. Là, il est pour le Battalion. Non, tout est dans tout. Ils ont peut-être choisi aussi le mettre comme ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Un autre gros garçon, en fait, que lui, je dois avouer aussi que c'en est un que j'ai peine à embarquer dans le bain, dans le train, ou dans le train, plus que le bain, en tout cas. On l'a classé tout juste derrière Ryder Kelly, mais c'est Casey Mutrin. Seb, je pense que t'es un bon fan de Casey Mutrin. Peux-tu nous en parler du gros attaquant et capitaine du programme de développement américain? Ouais, c'était un monstre. C'était un vraiment gros bonhomme qui a beaucoup des habits de power forward que moi je cherche dans des joueurs de 17-18 ans. C'est un autre gars qui est assez jeune pour cette QV, un gars avec une fête en juillet. Il est déjà à 6 pieds 3, au-delà de 200 livres, tir de droite et l'offensif n'a pas vraiment cliqué jusqu'à présent cette année, mais c'est la même chose pour toute l'équipe NTDP cette année. Pour le mois d'octobre et novembre, c'était vraiment pas fort, donc on peut pas vraiment trop analyser ça avec les statistiques, mais c'est un joueur qui excelle vraiment quand il prend la rondelle comme dans les coins et il peut juste charger au centre. Et c'est un joueur qui utilise son jeu physique vraiment pour amener des rondelles dans des lieux dangereux. C'est pas toujours comme dynamique, c'est souvent un peu choppy, mais c'est quand même vraiment efficace. Et je crois aussi qu'il y a un plafond vraiment intéressant comme playmaker. Il y a vraiment comme une assez bonne vision. C'est pas à chaque match qu'on le voit, mais je l'ai déjà vu faire comme des vraiment beaux comme hook passes, slip passes, il y a quand même assez de diversité dans son jeu comme passeur. Et s'il peut vraiment combiner ces deux éléments, le jeu physique, de ramener des rondelles au milieu de la glace et ensuite d'utiliser cette vision pour créer des chances pour ses coéquipiers, je crois que c'est un joueur qui pourrait vraiment être un middle six dans la Ligue nationale, mais il y a quand même assez de choses qui doivent aller de la bonne direction pour faciliter ça. Donc, il y a assez de upside, je vois, avec ce joueur. Je crois que c'est moi et Mitch qui ont vu le plus de flash, de dynamisme et de skill avec Mutrin jusqu'à présent. Mais je crois aussi que le fallback game est assez bon. Je crois qu'il pourrait être un bon checker de quatrième ligne, de troisième trio, qui peut un peu jouer tout le bord. Et le fait qu'il est aussi capitaine déjà, comme un des joueurs plus jeunes qui sont éligibles pour cette QV ici dans son équipe, je crois aussi que ça dit des choses pour son caractère. Et il montre ça aussi beaucoup sur la glace. C'est un leader. Il fait les jeux inconfortables et c'est aussi un gars qui a beaucoup de accountability dans ses entrevues. C'est un gars qui met beaucoup de pression sur lui-même et je crois qu'il va avoir un bon développement maintenant jusqu'à la fin de la saison et j'espère vraiment qu'on le voit jouer avec un autre gars qu'on discutera ici, Wyatt Cullen. Je crois que ces deux-là pourraient vraiment être dangereux offensivement pour cette équipe et ouais, on verra, mais jusqu'à présent, il a juste pas trouvé un coéquipier avec lequel il clique dans la zone offensive.
Magnifique. David, as-tu de quoi rajouter sur Casey Mutrin, qui est commit à Boston College, by the way? Pas vraiment. Seb a tout pas mal dit. À part qu'il ressemble vraiment à Ryder Kelly dans plusieurs points. Fait que je suis content qu'on les ait mis back-to-back sur notre liste. Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est juste une bonne philosophie constante. J'aime ça quand ça tombe comme ça. Parfait. Le prochain, c'est un profil quand même fort différent. C'est Liam Rock qu'on a classé au 32e pour conclure la ronde. David, Liam Rock, c'est quel genre de joueur, ça? Il ressemble beaucoup à Daniel Sedin. Peut-être pas le même plafond nécessairement, of course. Mais c'est juste. C'est drôle que tu dis ça parce que Liam Rock a un. Non, c'est Henrik. Ça fait trop longtemps, j'ai oublié. C'est Henrik, c'est lui le passeur. Ouais, c'est ça. Puis Daniel, c'est. Ah oui, excusez-moi. Là. C'était quand même une couple d'années qu'il a arrêté de jouer là, à ma défense. Mais il ressemble pas mal à Henrik. Puis son frère Marcus, il ressemble pas mal à Daniel. Ils ont vraiment le même profil. Là. Ils seront jamais jusqu'au même niveau, mais c'est deux jumeaux pour donner du contexte à tout le monde qui est pas dans la conversation et qui comprend pas de quoi qu'on parle. Là. Dans le fond, les frères Rock, ils jouent ensemble à Medicine Hat. Ouais. Je suis vraiment pas bon pour tenir les équipes. Puis il y a un passeur, un tireur, un peu comme Henrik puis Daniel. Par contre, il y a vraiment un assez gros gap de talent entre les deux frères pour l'instant. Peut-être que ça va se combler avec les mois qui s'en viennent, mais Liam est vraiment le play-driver de ce trio-là. C'est lui qui fait tous les jeux sur la glace. Puis là, avec McKenna qui est parti, ben il y a plus de temps de glace, il y a plus de temps de power play. C'est un joueur pure playmaker vraiment. Là. Fait qu'il voit le jeu 2-3 steps avant tout le monde. Il est capable de faire des passes avec voiler ses intentions. Il est capable de faire des passes à travers les défenseurs aussi. Puis, beaucoup de saucer aussi. Ouais, c'est ça. Puis la manière dont il bouge sur la glace aussi, il y a tout le temps une idée derrière la tête. Là. C'est un joueur extrêmement intelligent. Fait qu'il ressemble vraiment à un profil Henrik, c'est quand même très drôle. Mais je suis surpris que tu le compares avec Daniel parce que son shot m'a pas impressionné. Non, c'est vraiment c'est le contraire. Là. Encore là, ça fait un peu trop longtemps. Puis je suis pas très bon pour retenir les joueurs du passé. Là. Malgré que j'ai regardé là, Henrik a joué. Là. Mais bon, pour revenir à Liam, c'est juste que ses atouts, ils sont un peu déficients là, pour un futur joueur de la Ligue nationale. Son patin doit être meilleur. C'est un plus petit joueur. Il mesure 5 pieds 11, presque 6 pieds, mais il est assez... il n'y a pas une carrure là, de power forward. Là. Au contraire, là, il est un petit peu plus léger, si on veut. Je pense qu'il pourrait avoir un gabarit qui est suffisant pour la Ligue nationale, mais il faut vraiment qu'il améliore son patin. Là. Il y a un gros manque de puissance là. À quel point ça va devenir un atout pour son jeu professionnel, on ne sait pas encore. Fait qu'il y a des éléments comme joueur junior, dans son cas. C'est pour ça qu'il est 32e et non pas top 10. Mais en termes de hockey sense, là, c'est très haut là, dans le repêchage. Là. Il est vraiment le fun à regarder. Oui, c'est ça, un joueur qui joue avec une belle énergie également, un gars super intelligent. Mais c'est ça. Est-ce que c'est un profil de top 9 ou rien? À voir s'il y a cette... Il ressemble un peu au Mathias Massili et ces joueurs-là qui ont du succès dans les équipes où est-ce qu'ils sont en train de reconstruire parce qu'ils ont des spots top 6 alors que quand l'équipe devient meilleure, ben ils s'en débarrassent des fois parce que il y a d'autres joueurs qui ont plus de puissance qui font les mêmes choses. C'est un peu un in-betweener comme ça, mais il est plus intelligent, il a un meilleur jeu défensif, meilleure habitude de jeu que ce type de joueur-là. Fait que un de nos préférés à plusieurs ici. Ouais. Puis tu sais, c'est un bon point ce que tu apportes parce que quand on fait des projections, qu'on parle de joueurs top 6 ou défenseur numéro 1 ou quoi que ce soit, tu sais, moi je le vois tout le temps dans, pas nécessairement équipe championne, mais équipe compétitive. Évidemment, si tu te fais repêcher par une équipe en reconstruction, ça se peut que tu te ramasses sur un top 4, même si tu n'as pas nécessairement le talent pour jouer là-dessus. Fait que c'est une des affaires un peu ingrates de faire des projections. Fait que c'est important de remettre ça en contexte. Le prochain qu'on a classé, non loin derrière Liam Rock, en début, en fait, de notre deuxième ronde, au 35e rang, c'est un autre du programme de développement américain, Victor Plante, frère de Max Plante et fils de Derek, c'est ça? Derek Plante? Je crois que oui. Seb, parle-nous-en du chum Plante.
C'est tellement fun, les frères Plante, parce qu'ils ont tous le même profil. Ils sont tous des gars avec beaucoup de talent comme passeurs, beaucoup de très belles visions. Ils sont très intelligents et ont juste comme un bon processeur pour le jeu de hockey. Mais le patin est un peu moins fort que la moyenne, je dirais, pour un gars de top 40. Mais pour tous les trois frères, et c'est peut-être le plus le cas avec Victor Plant maintenant cette année, c'est le moteur qui fait beaucoup de travail pour ça, pour faire certain que le patin, c'est pas vraiment une grande faiblesse qui amène beaucoup de concerns pour sa projection à la Ligue nationale, parce que c'est un gars assez petit, 5 pieds 10, 160 livres. Il est assez petit, mais il travaille tellement fort, il gagne ses batailles, il a un beau comme des bons habits de leverage, de dropper ses hips pour vraiment gagner des batailles contre des gars qui sont beaucoup plus gros. Et on avait vraiment vu ça maintenant cette fin de semaine contre Team CHL, que Victor Plant, il a gagné comme 55 à 60% de ses batailles selon le eye test, mais c'est un joueur qui amène beaucoup de créativité comme passeur et c'est toujours un gars qui joue à son meilleur quand il bouge ses pieds. Et j'avais quelques matchs cette année où il était un peu moins efficace, et ce sont toujours des matchs où il essaie de ralentir le jeu un peu plus, et c'est là où les choses peuvent être un peu moins efficaces, mais toujours quand il a ce moteur-là, c'était le leader offensif pour le NTDP, et beaucoup de fins de semaine, c'était le seul gars qui avait l'habilité de créer des chances pour cette équipe dans le mois d'octobre et la première demi du mois de novembre aussi. Mais maintenant, je crois avec Wyatt Cullen que maintenant il y a deux joueurs qui peuvent faire ce travail pour cette équipe, et que peut-être Victor Plant va avoir plus de chances contre des comme deuxième trio, troisième trio pour le reste de l'année. Il va peut-être avoir un peu plus d'espace et de temps pour créer, mais c'est vraiment un gars qui pourrait être soit un gars de deuxième trio qui peut être le F1 s'il peut vraiment améliorer le jeu physique et de juste créer de ces zones congestées dans la zone offensive, ou soit un gars de troisième trio qui peut faire un peu de tout. C'est aussi un gars qui a un plafond intéressant, mais c'est aussi le plancher qui pour un joueur de ce gabarit, et je crois est assez élevé. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui sont assez petits, mais c'est Victor Plant, je crois, qui a les meilleures fondations pour amener son jeu avec ce gabarit au rang professionnel. Magnifique. Il nous reste, écoute, 2 noms à parler. Le prochain, on va passer très vite parce que je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire dessus. Au 43e rang, on avait mis Landon Armrein, je pense que ça se prononce. Écoute, c'est juste un gars très, très grand. C'est juste un très grand attaquant. Il mesure combien? Je ne l'ai même pas noté. 6 pieds 4 et demi. 6 pieds 5. C'est un bon 6 pieds 5, ça. Mais c'est pas le gars qui a le plus de talent. Je pense que c'est un gars qui a un gros shot. Je l'ai pas vu ben. Je pense que j'ai checké 1 ou 2 games de lui pour voir si je voulais le mettre dans mon top 50 ou non. Mais toi, David, je pense que tu l'as écouté un petit peu plus là, en 30 secondes. Ouais, ben dans le fond, c'est juste un gros projet. Vraiment, là. Il y a le gabarit pour jouer dans la Ligue nationale, puis être aimé par les scouts de la Ligue nationale aussi, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de place à prendre la masse. Il y a des flashs de playmaking, flashs de shot, flashs d'être capable d'être un joueur qui joue devant le net, qui prend les rebonds, qui les met dedans, flash de power forward, mais c'est juste ça. Quand tu le regardes, faut être un joueur que ça va nous prendre comme 20, 30 visionnements à travers toute l'équipe pour être sûr que il y a bien suffisamment de flash pour lui dire OK, ce gars-là a une chance raisonnable de devenir un bon choix de deuxième ronde, puis quelqu'un qui peut être sur un top 9, jouer un rôle de scoreur secondaire en apportant un élément physique.
pour l'instant, on est plus convaincu de son profil que d'autres. C'est pour ça qu'il est à 43, mais il y a beaucoup d'incertitudes qui l'entourent vraiment. Fait qu'on va voir comment ça évolue. C'est plus ça. Puis tout juste derrière, au 44e rang, on a un gars qui a peu joué cette saison, mais qui a quand même fait forte impression récemment. Wyatt Cullen. Il a fallu que je recheck son nom pour être sûr de ne pas dire Colin Potter. Je me mélange tout le temps. Wyatt Cullen. Seb, je pense que c'est un de tes chouchous récents, right? Ouais, des chouchous vraiment récents maintenant parce que il vient juste de retourner. Il était hors de l'action jusqu'au tournoi international au début de novembre et vraiment du premier match là, il est devenu le premier gars offensif pour l'équipe junior américaine. C'est un joueur vraiment dynamique. Il est pas le plus gros gabarit à 6 pieds et 172 livres, mais c'est un gars qui patine vraiment bien. C'est le fils de Matt Cullen, l'ancien de la Ligue nationale. Mais c'est pas le genre de style de joueur, là. Non, c'est un joueur vraiment dynamique, créatif, avec beaucoup de pace aussi. C'est un joueur qui veut vraiment ajouter plus de rapidité au jeu quand il est sur la glace et la rondelle colle sur son bâton vraiment souvent. Je crois que ses mains sont assez spéciales. Ce sont les meilleures mains dans cette équipe-là, c'est certain, déjà. Et peut-être même pour l'entièreté de la USHL. Pour cette QV, les mains sont assez spéciales avec Wyatt Cullen, mais c'est aussi la diversité du jeu comme playmaker que je crois est vraiment intéressant. C'est un gars qui peut vraiment exécuter des hook passes, slip passes. Il est vraiment déceptif. Il fait que les défenseurs vont dans une direction avant de couper vers le centre. Et même s'il n'est pas le plus gros joueur, il est un des plus jeunes de la QV. Il est juste une semaine hors d'éligibilité pour le repêchage de 2027 et il a déjà montré cette année beaucoup de progression à comparer à l'an dernier. L'an dernier, c'était un joueur que j'ai vu beaucoup de similarités avec les autres gars petits dans le NTDP, des joueurs comme Mikey Burchild, par exemple, qui ont quand même beaucoup de talent, peuvent faire des choses dans des flashs, mais jusqu'à présent, cette année, il n'y avait pas un seul joueur avec cette équipe qui était un offensive driver night in, night out. Et là, Wyatt Cullen est arrivé et c'est une dynamique complètement différente pour cette équipe. Et je crois vraiment que il a joué un vraiment grand rôle pour que le team NTDP a gagné cette fin de semaine contre les CHL Top Prospects parce que il leur a donné un joueur numéro 1 à créer des choses offensivement et je crois que le ripple effect aussi que les autres gars dans l'alignement pouvaient juste jouer un slot plus en bas comme des gars comme Lucas Zajic, un gars qui a quand même du talent, a des bonnes mains mais il n'a pas beaucoup montré cette année. Je croyais qu'il y avait beaucoup plus de moteur cette fin de semaine contre CHL parce qu'il jouait sur le 4e trio et il devait juste retenir sa place dans cette équipe. Et donc Wyatt Cullen, je crois que c'est un joueur vraiment intéressant. Et même s'il a terminé maintenant au 44e rang, je crois qu'on a comme plus comme 20 ou 25 games qu'on a vu au lieu de 5 à présent, que c'est un joueur qui pourrait vraiment bien arriver dans notre top 32 et pour moi personnellement je pourrais même le voir entre 20 et 25. Magnifique, fait qu'un nom surveillé. Wyatt Cullen. J'ai un dernier petit sujet pour vous les boys. Je pense qu'en règle générale chez Elite Prospects on s'entend quand même assez bien sur nos choix. Dépendamment des joueurs, mais je pense qu'en règle générale, on s'obstine pas trop. Du moins, quand on a des opinions qui divergent, je pense qu'on peut comprendre pourquoi les autres pensent différemment. Je pense, moi, l'an dernier, j'étais probablement un des plus high sur Jake O'Brien, mais je comprenais vos inquiétudes envers lui.
Puis il y a David Bocage qui m'a posé une excellente question cet été quand j'étais là au tournage, dans le fond, de l'épisode de repêchage de Dread sur le tape. Il m'a demandé après le tournage, est-ce que le fait d'être une grosse équipe de scouts comme ça, puis d'échanger quotidiennement, en fait, nos observations et tout ça, est-ce que ça vient influencer ou teinter nos opinions des joueurs? Est-ce qu'on se laisse influencer? Puis j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Je trouve ça super intéressant. Puis si vous avez des exemples, en fait... ouais, c'est vraiment une excellente question. Puis ça pourrait durer 3 heures. Là. Il y a tellement d'éléments à ça. Là. Avant, je pensais que c'était important de conserver... Ça, c'est mon opinion à moi. Là. Avant, je pensais que c'était important de conserver ma propre opinion. Maintenant, je ne sais même pas c'est quoi ma propre opinion, honnêtement. J'ai vraiment juste laissé tomber ce concept-là. Là. On fait juste comme bâtir une vision d'un joueur avec différents comme points de vue, data point, là, si on veut. Puis à un moment donné, c'est comme ça devient comme une évidence où le mettre dans le board, même si on n'est pas nécessairement tous d'accord. Fait qu'il y a beaucoup de débats qui sont autour des joueurs, mais chaque débat fait en sorte que chaque personne est influencée par l'opinion de l'autre un petit peu. T'sais, on a toujours une bonne partie que ça vient de nous, là, mais ça devient tellement impossible de les partager. OK, est-ce que c'est vraiment moi qui pensais ça au départ, ou c'est le fait que Mitch a dit ça, ou Seb a dit ça, que là, ça a ajouté à mon opinion, puis maintenant je le vois dans le joueur aussi, ou ça, je suis pas d'accord du tout avec ça. Fait que maintenant, c'est un élément que je vais quand même regarder dans le joueur. Tout est inter-influencé maintenant, là, mais la manière dont on a bâti l'équipe aussi, c'est en recherchant des profils similaires d'évaluateurs jusqu'à un certain point. Comme des gens qui on savait que en travaillant ensemble, ça se passerait bien, puis qu'ils allaient les travailler, puis que les opinions seraient similaires, oui, jusqu'à un certain point, mais que la manière d'évaluer les joueurs, puis qu'on va choisir dans un joueur qui est important, va rester relativement le même, puis que même si ça diffère, on est capable d'avoir une philosophie comme principale, puis les gens savent quoi regarder après un certain temps, on va passer avec nous. Là, ils savent, OK, ça, c'est tel modèle de joueur, fait que ça correspond à environ tel spot dans la liste. Et ça devient de plus en plus naturel. Là. Je sais pas, c'est quand même longtemps que je suis là, mais là, je parle à travers mon chapeau, on va voir ce que Seb en pense, mais je pense que c'est vraiment comme une évolution naturelle après ça. Puis on sait, OK, voici, c'est la philosophie de l'équipe jusqu'à un certain point. C'est assez neutre, là, parce qu'on n'a pas d'équipe de la Ligue nationale, on recherche pas des gros joueurs physiques ou des petits joueurs, ou c'est comme on veut attribuer une valeur à certains joueurs, mais on est capable, en tant que collectif, de savoir, OK, ce joueur-là a environ telle valeur sur un board typique de Elite Prospects, il se retrouve dans tel range, puis l'opinion se construit collectivement, naturellement à travers ça, puis honnêtement, je m'étais jamais attardé tant que ça à y penser, mais il y a un peu de magie autour de ça aussi, là, parce que ça fonctionne vraiment très bien, malgré qu'on s'entend pas toujours sur tout. C'est quand même surprenant jusqu'à un certain point, à quel point il y a de la chimie, puis ça fonctionne bien, puis tout le monde est investi. Là. C'est rare de trouver un groupe collectif de gens aussi passionnés, puis ça fonctionne bien ensemble. Là. Il y a beaucoup de magie autour de ça, là, puis j'espère la garder longtemps. Là. En effet. Toi, Seb... Ouais, je crois que c'est impossible de ne pas avoir de l'influence quand on est un groupe comme ça et on discute les joueurs à chaque semaine. C'est certain qu'on va penser des points que nos collègues disent avec quelques joueurs. Je pense maintenant à un gars comme Landon Nix qui ont discuté il y a comme un mois et je crois c'est les 2 premiers matchs que moi j'ai écoutés, le premier match que Simon avait écouté était quand même assez fort et après ça il y avait quand même c'est ça, un gros fall parce que il y avait comme David qui est venu avait écouté des matchs de son D-1 qui était vraiment pas fort, surtout au niveau du hockey IQ. Et après ça, moi je suis retourné pour écouter plus de matchs de cette année ici en NCAA et j'ai vu plus de ces comme patterns qui me donnaient plus de pauses parce que c'est pas que je vois maintenant un joueur complètement différent à cause de ses points, c'est juste que la mobilité et le gabarit physique, c'est des choses qu'on voit dès le premier match, mais après ça, des patterns qui viennent et ça aide à avoir plusieurs personnes à écouter plusieurs matchs parce que un match, il y a des patterns qui sont vraiment inquiétants et peut-être un autre match, c'est un peu moins là parce que aussi Landon Nix joue comme 8 minutes par soir. Donc, c'est certain qu'il y a des matchs qui sont juste
y a rien qui se passe. Mais faut que tu écoutes 3 games pour avoir une game de Chase Reed. Là. C'est ça. Et, mais juste comme exemple là, avec Nick, je crois juste que c'est un environnement où on peut vraiment se poser ces questions qui viennent aussi de l'extérieur. Et ça aide beaucoup à juste check your notes un peu, à regarder les joueurs avec un peu une autre perspective. Si on a beaucoup d'enthousiasme pour un joueur au début de l'année et après ça, retourner avec un peu plus de critique dans les lunettes de scout. Mais ouais, je dirais que c'est... Même pour les personnes qui écoutent des podcasts comme ceux-ci pour tracker les gars qui vont arriver en Ligue nationale dans les prochaines années, c'est certain que même là aussi, il va y avoir des billets à cause d'où ces informations viennent. Donc, c'est impossible de pas l'avoir, mais je crois que ce qu'on fait vraiment bien, c'est qu'on a cette bonne base comme équipe où on comprend, OK, on a comme notre grading scale, on comprend comme, OK, si un joueur est un vraiment bon patineur, comment ça a l'air, et je crois à cause de ça, nos débats sont beaucoup moins comme si une personne dit « Ah, ce gars-là a un vraiment bon patin » et un autre dépisteur dit « Ah non, il peut pas vraiment patiner comme du tout », c'est comme vraiment limite pour le niveau de Ligue nationale. C'est plus juste le fait si ces patterns peuvent quand même se translater au prochain niveau. Donc, on voit souvent les mêmes choses, mais on l'interprète un peu différemment. Ben, en fait, je pense que il y a vraiment 2 choses dans l'évaluation d'un joueur. Il y a l'évaluation de qu'est-ce que le joueur est maintenant et qu'est-ce qu'il peut devenir. Je pense que dans l'évaluation de qu'est-ce que le joueur est maintenant, je pense qu'on s'entend généralement pas mal toutes. Ouais. Mais maintenant, c'est comment qu'on projette ce joueur-là au prochain niveau. Je pense que c'est là que des fois les opinions peuvent différer. C'est en plein le point, mot pour mot, que j'allais apporter exactement mon idée. Là. Tu vois, c'est un autre exemple de connexion, là, parce que c'est exactement ce que j'avais en tête, cet argument-là. Là. Puis je pense que, juste te faire 30 secondes, je vais te relaisser après ça. Je pense qu'on sait ça, comme tu dis, ce qu'un joueur est maintenant, ça devrait être relativement similaire, pas juste pour nous, mais même pour tout le monde qui regarde ce joueur-là. Quand on a fait un certain temps de scouting, il devrait pas avoir, ça devrait être 80% la même chose. Là. C'est vraiment la projection là, que. Vas-y, excuse. Non, c'est tout à fait ça. Puis tu sais, je sais pas à quel point qu'on s'influence entre nous, mais je pense que d'en discuter, ça permet soit de voir les drapeaux rouges, peut-être qu'on n'aurait pas vu. On a parlé de Landon Nix. Pour moi, le manque de hockey sense m'avait pas nécessairement sauté aux yeux, mais maintenant que David en parlait, j'ai essayé de porter une attention particulière à ça. Puis là, oui, j'ai vu certains drapeaux rouges qui étaient moins évidents lors de mes premiers visionnements. Mais à l'inverse aussi, des fois, il y a des joueurs qui sont comme « Hey, j'ai checké 4-5 games de ce gars-là, je le comprends pas. C'est quoi que vous voyez en lui? » Puis là, ça permet peut-être de focusser, parce qu'il y a tellement d'affaires à checker sur un joueur. C'est ça. Puis c'est fou, tu sais. Puis aussi, moi, qu'est-ce que j'essaie de faire en début de saison pour éviter d'être influencé par les autres, c'est que je vais aller... dans le fond, je lis pas vos rapports, je check pas vos observations dans mes premiers visionnements, je binge-watch une coupe de game, je fais mes rapports, puis après ça, je vais comparer avec qu'est-ce que vous autres vous avez vu. C'est rare, honnêtement, que ça diffère beaucoup, là. Des fois, il y a des petits détails, mais honnêtement, généralement, mes opinions, tu sais, blind, se rapproche quand même beaucoup des vôtres. Puis je suis sûr que vous faites la même chose de quoi de similaire. Tu sais. Fait que ça prouve en fait que, comme tu dis, je pense qu'on s'influence peut-être pas tant que ça au final. Surtout que je pense qu'on a un peu tous la même mentalité de visionnement et d'analyse. Non seulement c'est, je pense, qu'est-ce qui fait qu'on est chez EP, mais aussi, veut pas, à force d'échanger qu'est-ce qui marche pas chez un joueur, mais je pense qu'on focus beaucoup sur les mêmes affaires aussi. Là. Mais ça arrive qu'il y a des joueurs dans une cuvée qu'il y en a qui aiment plus que d'autres. C'est comme Aram Olsen, par exemple, qui est même pas dans notre top 50, ni même dans nos mentions honorables. Je suis un des seuls qui l'avait de classer dans son top 50. Mais encore là, il y a une question de sample size. Tu sais, mes premières games ont été excellentes de Aram Olsen, puis je voyais pas les red flags que les gens soulevaient, mais mes 2 derniers visionnements ont quand même été beaucoup moins bons, et je les voyais, ces red flags-là, justement de manque de manipulation, de contrôle et tout ça. Fait qu'il a baissé, veut pas, dans mon classement. Fait qu'il y a ça aussi, il y a la question de sample size qui est intéressante. Puis
l'autre aspect, on en parlait, je pense que c'était hors caméra qu'on en parlait, mais étant donné qu'on remplit des rapports et qu'on veut remplir des rapports sur le plus de games différentes possibles, on check toutes des games différentes. Fait que, évidemment, Ryder Kelly puis Adam Novotny, on disait qu'on a checké les mêmes games, puis ça a été un déclic. Mais tu sais, si je suis le dernier à passer sur un joueur, il y a des chances que je pogne des moins bonnes games, en fait, aussi. Là. Fait que ça, c'est un phénomène aussi. Fait que des fois, c'est bon d'aller revoir des games que les gens ont vus, tu sais. Puis ça, je le fais aussi. Je remplis pas nécessairement des rapports sur ces games-là, mais mettons que je vois qu'il y a un rapport hyper positif sur un joueur que j'ai encore de la misère à saisir, je vais aller la voir, cette game-là, puis voir si ça peut faire changer... mon opinion, on ratisse large aussi, c'est ça. Maintenant, là, vu qu'on est vraiment beaucoup de gens, mais il n'y a pas vraiment de game ou d'aspect d'un joueur qu'on manque rendu comme en janvier ou en avril. Là. On a pas mal vu tous les aspects de ce joueur-là. Fait que c'est juste une question de discuter de la projection. Puis de plus en plus, à chaque année, il y a vraiment comme une... Ben là, c'est pas une ligne directrice rigide, là, mais on sait un peu où est-ce que les joueurs devraient s'en aller. On a une philosophie. On n'a pas une équipe, mais on a une philosophie. Mm-hmm. Tel type de joueur, ça a telle valeur environ. Puis là, c'est sûr qu'après ça, dans les tiers ou les groupes de joueurs, là, il y a quand même pas mal de débats. Là. Entre ton 5 et 10, là, t'as ces 5 joueurs-là ou ces 6 joueurs-là. Puis là, on s'entend pas vraiment, mais c'est une question de trouver des compromis jusqu'à un certain point. Puis à la fin de l'année, c'est sûr que les gens qui sont là d'un peu plus longtemps, il y a plus de pouvoir de trancher. Ça veut pas dire qu'on a la bonne réponse, des fois on se trompe, là. Mais c'est vraiment à la fin, ça devient plus ça, mais c'est vraiment sur des détails, là. C'est tellement rare là, qu'on a à faire comme OK, mais non, mais ce joueur-là, il va vraiment là, puis ça fonctionne pas. Là. C'est tout le temps, le groupe pousse dans cette direction-là. Là. Ouais, puis je pense pas qu'il y a personne d'assez orgueilleux pour c'est vraiment péter une pas à long terme, à court terme peut-être. Là. Sur les 2-3 games que j'ai vus, là, je suis sûr de ça, mais après un certain temps, ça devient comme une évidence. C'est comme ouais. Peut-être que c'était juste des bonnes games ou j'étais fatigué cette journée-là quand j'ai regardé ou je sais pas quoi. Là. Parce que tu sais, c'est quand même énormément de games cumulativement qu'on écoute. Je faisais des blagues là-dessus dans un épisode passé de Briser la glace. Je parlais de Simas Ignaticius. Simon de Genève. C'est ça. Le gars lituanien qu'on a classé. Je pense qu'il y a 2 semaines, on était déjà rendu à comme 20 rapports sur ce gars-là. Fait que tu sais, imagine. C'est un joueur pas connu, là. Ben c'est ça. Fait que tu sais, les joueurs connus, non seulement ça ramasse avec. Je sais pas, on va pogner combien de rapports en fin de saison sur les gros joueurs, mais ça risque d'être assez épouvantable. Puis on fait pas nécessairement des rapports sur tous nos games. Là. Surtout, en tout cas, moi je sais que juste avant les classements, je binge-watch, puis je fais pas nécessairement des. Je suis juste en mode, OK, j'écoute le plus de games possible, là, parce que c'est quand même long faire des rapports aussi, veut pas. Puis, dernier élément par rapport à ça, là, imagine dans 2 saisons, quand là, on va avoir tous les rapports de U15, U16, là, il va y avoir des centaines là, de rapports sur les pages des joueurs les plus importants. Là. Parce que ça va être pas mal le fun, ça. Parce que, guys, les auditeurs, je sais que je me répète, mais avec l'abonnement Premium, vous avez accès à tous ces rapports-là. Puis, comme David vient de dire, c'est que là, à cette heure, on a une équipe qui scout même au niveau U15. Fait qu'on va voir cette progression-là. Puis même, on a également des rapports, un coup que les gars sont repêchés. Un coup qu'ils sont repêchés, on n'arrête pas de remplir des rapports. On a des gens qui continuent de les suivre puis tout ça. Fait qu'il va vraiment avoir un gros span dans lequel on va pouvoir avoir ces rapports de visionnement-là des joueurs. Puis tu sais, j'ai vanté de long en large l'abonnement premium, mais ça, je pense que si vous êtes fan de repêchage et d'analyse, c'est probablement le gros plus que vous pouvez avoir. Puis, les chums chez EP sont bien smart. 30% de rabais sur votre abonnement annuel avec le code promo BLG30. Fait que c'est pas piquer des verres. Sébastien, David, merci beaucoup pour votre temps. Mais en fait, je vais vous garder encore quelques minutes. On a quelques petits sujets encore que je voudrais aborder avec vous, entre autres le challenge CHL versus NTDP, puis peut-être quelques cartes cachées aussi que j'aimerais parler. Juste un petit 10-15 minutes de plus, mais on va kicker out les gens. On va avoir cette discussion-là cachée sur Patreon, patreon.com// briser la glace, si vous voulez entendre la suite de cette conversation-là. D'ici là, merci Sébastien, merci David. Puis, avez-vous quelque chose à plugger avant qu'on change? Je continue à faire des vidéos sur la chaîne YouTube. Ça, c'est une partie gratuite. Fait que vous pouvez les suivre à chaque semaine. Il y a souvent quelque chose. Là, il y a notre meeting qui est sorti avec le top 50. Si vous voulez regarder ça, il est plus long que d'habitude vu qu'on a une plus grosse équipe. Il est 1h40, je pense. Fait que même avec l'editing, là, il y a pas mal de contenu. Puis, je sors des articles aussi chaque semaine maintenant sur... là, j'ai fait Bédard,
je suis en train de travailler sur Celebrini, je fais Low Carlson, je regarde les joueurs qui sont vraiment en train de monter là, dans la Ligue nationale. Là. Ouais, pour moi, le podcast Locked On NHL Prospect sur YouTube et Spotify et aussi à Elite Prospect, j'écris à chaque mois les articles pour le Stock Watch pour le USHL et le NCAA. Donc, si vous êtes intéressé à quels joueurs montent et lesquels sont plus en descente là dans ces QV-là, ce sont aussi des articles qui sont free. Ouais, ils sont disponibles pour tout le monde. Gratuit pour tout le monde. Mon français est assez rouillé, mais non. Donc c'est ça. Donc ouais, beaucoup de visionnement donc aussi. Donc si vous avez le subscription EP Premium, les Scouting Reports vont toujours venir aussi. Désolé, il y avait un bouton sur Freaking Man. Je pensais que c'était ça la fin du podcast. Je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. All right, merci. The classic outro.